Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Pour commencer, bonne année à tout le monde, j'espère que vous avez pu souffler un peu et profiter de vos proches. Aujourd'hui, on démarre l'année avec un mot qui déclenche souvent un réflexe de rejet, parfois même avant d'être compris, c'est la métaphysique. Et je vais défendre une thèse simple, presque provocante mais que je crois solide, la métaphysique ne sert pas à rien. Pourquoi est-ce que j'ai dit « pas » ? Parce que tout dépend de ce que tu mets derrière ce mot. Si la métaphysique pour toi, ça veut dire inventer des trucs surnaturels, parler d'entités invisibles ou faire une spéculation sans contrainte explicite, ni logique, ni empirique, ni argumentative, alors oui, dans ce sens-là, ça peut donner l'impression que ça ne sert à rien. Mais c'est une réduction. Dans un sens plus rigoureux, la métaphysique sert surtout à une chose, rendre visibles les engagements cachés dans nos façons de parler du monde. Quand on dit « ça existe »,« ça cause »,« c'est fondamental »,« c'est possible », c'est une loi, c'est une personne, c'est une explication. On n'énonce pas juste des phrases. On mobilise des catégories, on suppose des règles et on adopte déjà un certain modèle du réel. Le malentendu vient souvent du mot lui-même. Beaucoup entendent au-delà de la physique, donc au-delà du monde, donc au-delà du réel et donc surnaturel. Or, historiquement, ça ne commence pas comme ça. Et je le rappelle juste pour casser l'équation métaphysique égale surnaturel. Chez Aristote, la métaphysique se présente d'abord comme une enquête sur l'être en tant qu'être, une recherche des notions les plus générales dont on a besoin pour penser ce qui existe, indépendamment de telle ou telle science particulière. Ce n'est pas défini comme le surnaturel. Quand Aristote dit qu'il existe une science qui étudie l'être en tant qu'être, l'idée n'est pas une science de fantômes. L'idée c'est qu'il existe des questions tellement générales qu'aucune science spécialisée ne les prend entièrement en charge. Qu'est-ce qu'un être ? Qu'est-ce qu'une substance ? Qu'est-ce que ça veut dire être le même à travers le temps ? Qu'est-ce que ça veut dire causer ? Qu'est-ce que ça veut dire expliquer ? Et tu le sens tout de suite, ces catégories, on les utilise encore, même si on ne les appelle plus avec les mêmes mots. Première mise au point importante, oui, la métaphysique antique peut inclure des discussions sur le divin. Aristote parle d'une dimension théologique dans la classification des sciences théorétiques. Mais ce n'est pas l'unique objet, ni même le cœur du projet. Le cœur, c'est une charpente générale. La substance, les catégories, l'identité, la causalité, les principes. Autrement dit, le vocabulaire de base qui structure ensuite ta manière de décrire n'importe quoi, du plus quotidien au plus abstrait. Alors est-ce qu'il existe une différence nette entre métaphysique antique et métaphysique moderne ? Il y a une continuité évidente. On retrouve toujours des questions comme qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'un objet, une cause, une personne, le temps, etc. Mais ce qui change fortement, c'est le contexte intellectuel et surtout la méthode. Dans la métaphysique contemporaine, en particulier dans la tradition analytique, on insiste souvent sur une forme plus sobre. La métaphysique comme discipline qui explicite les engagements de nos discours. Quine condense ça d'une manière célèbre, la question ontologique générale c'est « qu'est-ce qu'il y a ?» Et derrière, il y a une idée simple. Au lieu de traiter l'ontologie comme une spéculation libre, on peut regarder nos meilleures théories, notre langage, nos explications, et se demander à quoi on s'engage quand on les prend au sérieux. Quine propose un critère bien connu. Nos engagements ontologiques se lisent à travers ce que nos énoncés doivent quantifier pour être vrais. En clair, quel type d'entité ta théorie doit reconnaître pour que ces énoncés fonctionnent ? C'est une manière classique de formuler l'idée, même si le détail technique est plus précis. Et tu peux rejeter ce critère, le nuancer ou le remplacer. L'attitude reste la clé. La métaphysique peut être un travail qui met à plat ce qu'on affirme déjà, parfois sans s'en rendre compte. Et attention, dire la métaphysique moderne explicite ne veut pas dire qu'elle ne dit rien sur le monde. Elle explicite pour rendre des thèses comparables, sur les lois, sur le temps, l'identité, la causalité, sur ce qui est fondamental, et sur ce qu'on accepte comme explication. Le déplacement est surtout méthodologique, mais il s'accompagne aussi d'une proximité plus explicite avec la logique et avec les sciences, et donc, dans ce cadre, d'exigences plus fortes sur ce qu'on accepte comme thèse défendable. Et c'est là que je veux vraiment réhabiliter la métaphysique. Parce que beaucoup de gens disent « je n'en fais pas » alors qu'ils en font tous les jours sans s'en rendre compte. Pas dans le sens scolaire du terme, mais dans un sens très concret. Dès que tu affirmes quelque chose comme « il n'y a que la matière »,« tout est information »,« tout est déterminé »,« la conscience est une illusion »,« le temps existe vraiment »,« le temps n'existe pas », tu ne donnes pas juste une opinion. Tu prends position sur ce qui existe, sur ce qui est fondamental, et sur ce qui explique quoi, et sur ce que tu acceptes comme réel. Même quand tu refuses le mot métaphysique, tu portes déjà une vision métaphysique, simplement elle reste implicite. À partir de là, il y a un cliché central à casser. L'idée que la métaphysique serait une activité où l'on invente des mondes sans aucune discipline. Dans la métaphysique moderne, tu trouves au moins deux styles fréquents et les deux cherchent, chacun à sa manière, à être disciplinés.
Et en pratique, beaucoup de travaux mélangent les deux. Le premier style, c'est la métaphysique analytique au fauteuil. L'expression peut être moqueuse, mais l'intention peut être très sérieuse. La clarification conceptuelle, l'analyse logique, les examens d'application de nos catégories, etc., etc. L'idée n'est pas d'ajouter des choses au monde par imagination, c'est plutôt de comprendre ce qu'on dit réellement quand on parle d'identité, de propriété, de cause, de loi, etc. Et surtout de comparer des options. Parce que souvent, on croit décrire un fait alors qu'on choisit un cadre. Et tant qu'on ne voit pas le cadre, on peut très facilement parler de choses différentes sans le remarquer. Le deuxième style, c'est la métaphysique naturalisée, arrimée aux sciences. Ici, l'idée est encore plus directe. La métaphysique ne doit pas flotter au-dessus de la physique, de la biologie et des sciences cognitives. Elle doit être contrainte parce que nos meilleures sciences rendent crédibles. Ladyman et Ross, par exemple, défendent précisément un programme de métaphysique naturalisée. Éviter une métaphysique qui s'appuie seulement sur des intuitions pré-théoriques et pousser vers une métaphysique qui travaille avec les structures que les sciences contemporaines mettent réellement sur la table. Et pour que ce soit concret, je te donne 2 micro-exemples. Le premier, ce sont les lois de la nature. Certains pensent que les lois sont seulement des régularités. On observe des régularités, on les généralise et on appelle ça des lois. D'autres pensent que les lois expriment quelque chose de plus robuste, des contraintes réelles et pas seulement des résumés de ce qu'on a observé. Et ce débat n'a rien de surnaturel. C'est une question sur ce qu'on entend par loi et sur ce qu'on met derrière nos explications scientifiques. Le deuxième exemple serait l'identité personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu es le même ou la même à travers le temps ? Ton corps ? Ta mémoire ? La continuité psychologique ou encore ton histoire racontée ? Là encore, rien de mystique. C'est une manière de préciser ce qu'on veut dire par même personne, et ça a des effets sur la responsabilité, la survie et la manière dont on comprend le soi. Dans les deux cas, tu vois le même mouvement. On ne rajoute rien de mystérieux, on précise juste ce qu'on veut dire. Et une fois que c'est précis, on peut comparer des thèses au lieu de se battre sur des mots. Maintenant, voilà ce que ça change concrètement quand on rend un cadre explicite. Ça évite des débats piégés et ça force à dire où on s'arrête. C'est là que j'articule tout ça avec mon point de vue, celui que je défends ici, et qui est naturaliste ontologique et non modal au niveau global. Naturaliste d'abord, ça veut dire que je ne vais pas chercher des explications dans une transcendance. Je pars donc du réel tel qu'il est, et des pratiques de connaissance qui l'ajustent le mieux, typiquement les sciences, et leur articulation avec la philosophie. Ontologique, ça veut dire que je ne parle pas seulement de méthode, je parle aussi d'engagement sur ce qui existe et sur la structure minimale du réel. Et non modal au niveau global, je vais le dire en une phrase toute simple. Je refuse de traiter l'univers comme totalité comme un objet auquel on colle proprement nécessaire ou contingent au sens métaphysique fort. Au sens où l'on prétend attribuer au monde, pris comme tout, un statut modal fort, comme s'il s'agissait d'un objet parmi d'autres. Je peux admettre une modalité locale, par exemple les contrefactuels utiles du type « si j'avais lâché le verre, il serait tombé », ou les nécessités nomologiques dans une théorie. Mais je me méfie de l'idée qu'on puisse décider de manière bien contrainte que le réel dans son ensemble est nécessaire ou contingent, comme si on parlait d'une chose du même type que ses parties. Dire « le monde aurait pu ne pas exister », par exemple, peut déjà être une manière de traiter le tout comme un objet standard, et c'est précisément ce que je refuse. Et là tu vas me demander pourquoi c'est important, et je te dirai que c'est parce que ça montre exactement ce que la métaphysique fait quand elle est bien faite. Elle rend visibles les règles du jeu. Elle ne t'oblige pas à préciser de quoi tu parles et à éviter les glissements. Par exemple, si tu dis « tout doit avoir une explication », tu énonces un principe très fort, souvent appelé le principe de raison suffisante. Et pour être clair, le PSR peut se formuler de plusieurs manières, mais l'idée générale c'est qu'on exige une explication pour les faits, pas seulement localement, mais en principe. Et là je prends une position. Dans un cadre naturaliste non modal, on peut garder un principe d'explication locale, dans le monde, à l'intérieur des sciences, dans les chaînes causales, etc., sans adopter un principe global qui exigerait une explication de l'existence du monde comme totalité. Dit autrement, refuser le pourquoi ultime, ce n'est pas refuser l'explication, c'est refuser une exigence d'explication qui dépasse le type de contrainte dont on dispose. Et là, je pose le cœur de ma position, mais je le dis clairement, c'est une option métaphysique et pas une évidence universelle. Je pense que toute explication finit par rencontrer un point d'arrêt. D'autres défendent un PSR plus fort, ou d'autres modèles. Mon point, c'est qu'il faut au moins reconnaître qu'on choisit une norme d'explication et qu'on ne fait pas juste un constat neutre. Ce point d'arrêt, je le conçois comme un fait brut structuré. Il y a un réel avec des régularités, et à un moment tu arrives à une limite où tu n'expliques plus par quelque chose de plus profond. Tu décris la structure et tu t'arrêtes là. Et point d'arrêt ne veut pas dire on arrête de penser. Ça veut dire on s'arrête sur un niveau descriptif stable sans le requalifier en agent.
Et surtout, ce n'est pas un agent, ce n'est pas une volonté, et encore moins une intention. Et c'est ici que la métaphysique sert à empêcher l'erreur classique, celle de l'assimilation. Beaucoup de débats tournent autour d'un glissement du type « si tu admets un point d'arrêt, alors tu admets Dieu ». Non. Un point d'arrêt explicatif n'est pas automatiquement un être intentionnel. Dire « il y a un fait ultime » n'implique pas qu'il y a une personne ultime. Et c'est là aussi que la question de la modalité devient un piège. On te demande souvent « ton univers est-il contingent ou nécessaire ?» Comme si tu devais choisir une case. Dans un cadre non modal global, tu peux refuser cette question non pas par posture, mais parce que tu refuses un déplacement de catégorie. Tu refuses de projeter des notions modales fortes sur le tout, comme si le tout était un objet du même type que les parties. Ça ne veut pas dire que tu refuses toute modalité dans la pensée, ça veut juste dire que tu refuses une modalité métaphysique globale quand tu n'as pas de critères de vérité clairement identifiables. À ce stade, la question « à quoi sert la métaphysique ?» devient très concrète. Je vais résumer ses fonctions en 4 points. La première, c'est rendre explicites tes engagements ontologiques. Quand tu dis que les lois existent, les causes existent, il n'y a que des particules, il n'y a que des relations, tu fais déjà des choix. La métaphysique, c'est simplement le passage du « je le dis sans y penser » au « je sais exactement ce que je présuppose ». La deuxième fonction, c'est celle de réparer les erreurs de catégorie. Traiter l'univers comme une chose parmi d'autres, traiter l'explication comme si elle devait forcément être intentionnelle, traiter le fondamental comme un objet caché, ou encore traiter la science comme si elle devait répondre à toutes les questions, la métaphysique sert à identifier ces confusions et à les dissoudre. La troisième fonction serait de rendre les désaccords comparables. Beaucoup de conflits ne portent pas sur des faits, mais sur des cadres. Le coût ontologique, les critères d'acceptabilité et les formes d'explication jugées légitimes. Une fois que c'est explicite, tu peux discuter proprement au lieu de tourner en rond. La quatrième et dernière fonction sur laquelle je m'arrêterai, ce sont les grandes questions existentielles qui mobilisent des présupposés métaphysiques. Je ne dis pas que la métaphysique donne le sens de la vie. Je dis que tu poses des questions comme « qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'une personne ? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ?» Tu mobilises des notions comme identité, raison, explication, réel et valeur. Même dire « il n'y a pas de sens » présuppose une idée que ce serait un sens. Et la métaphysique peut faire ce travail proprement. Distinguer explication et justification, distinguer cause et raison, distinguer sens cosmique et sens construit. Et là, on arrive à la phrase que je voudrais que tu retiennes. La métaphysique n'est pas une usine à entités, c'est une hygiène conceptuelle. Elle ne sert pas à inventer le monde, elle sert à rendre explicite ce que tu es déjà en train de dire sur le monde, souvent sans le savoir. Elle ne sert pas à faire concurrence aux sciences, loin de là. Elle aide à comprendre quelles notions organisent nos explications et où se cachent nos engagements implicites. Et dans un cadre naturaliste ontologique non modal, elle sert aussi à empêcher des glissements. Éviter d'appeler Dieu n'importe quel point d'arrêt. Éviter d'exiger une modalité globale sans critères, et également éviter de transformer une question de cadre en question de fait. Donc si tu es du genre à dire « moi je suis rationnel, je ne fais pas de métaphysique », je ne vais pas te contredire frontalement. Je vais te proposer un test très simple que tu peux faire sur toi-même. La prochaine fois que tu diras « le réel c'est X », ou encore que tout est matière, ou que tout est information, ou il n'y a que la science, que tout est déterminé, que la conscience est une illusion, qu'il y a un sens, qu'il n'y a pas de sens, demande-toi « qu'est-ce que j'affirme exactement sur ce qui existe et sur ce que je tiens pour fondamental ?» Si tu as déjà une vision du réel, tu fais déjà de la métaphysique. La question est, est-ce que tu le fais consciemment ou par défaut ? Pas convaincu ? Alors voici un autre test encore plus simple. La prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « ce n'est pas une vraie explication, ça n'explique rien, c'est juste des mots, c'est juste un modèle » ou au contraire la science a répondu, arrête-toi 2 secondes et demande-toi qu'est-ce qu'on exige exactement ici pour appeler quelque chose une explication ? Est-ce qu'on veut une cause, une loi, un mécanisme, une intention ou une origine ultime ? Si tu te rends compte que vous n'avez pas les mêmes critères, tu viens de mettre le doigt sur le cœur du travail métaphysique, celui de fixer les règles avant de se battre sur les conclusions. Et si je devais te laisser une dernière phrase, la métaphysique, c'est ce qui te force à dire de quoi tu parles avant de dire qui a raison. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.